L'Aquitaine, avec ses rivages océaniques, ses fleuves et ses lacs, est une terre unique, véritable pays des eaux mêlées. Son histoire, complexe et fascinante, se révèle à travers la diversité des paysages actuels. L'observation et l'étude des zones côtières, des océans et des estuaires offrent à l'homme la vision d'un mouvement perpétuel et d'une évolution complexe des environnements. Au fil des temps et des variations du climat, vents, houles, marées et courants ont modelé sans fin des rivages nouveaux. Ainsi, la côte aquitaine révèle-t-elle une exceptionnelle diversité de paysages, où se côtoient de vastes champs de dunes boisées, uniques en Europe, de nombreux lacs et marais, la Gironde, le plus grand estuaire européen, et l'immense lagune du bassin d'Arcachon. Ici, l'eau et le sable s'affrontent sans relâche. Les rivages changent indéfiniment. L'observation des cartes anciennes montre à quel point les côtes ont pu se modifier au cours des siècles passés. Connaître ces changements, c'est permettre à l'homme de mieux cerner l'évolution des côtes afin d'en assurer une meilleure gestion dans le futur. Les études présentées dans ce film ont été réalisées dans le cadre du programme européen de recherche scientifique LIFE, Coastal Change, Climate and Instability, initié et coordonné par Robin McInnes, le Coastal Manager du City Council de l'île de Wight. Ce programme regroupait des équipes britanniques, irlandaises, italiennes et françaises. Il avait pour objectif l'étude des changements côtiers depuis 10 000 ans. The Life Environment Project, Coastal Change, Climate and Instability, which received financial support from the European Commission's Life Environment Programme, examined how archaeological or paleo-environmental evidence can assist our understanding of long-term coastal change. The coastal zones and estuaries of Europe contain a rich archaeological resource, which, if examined appropriately, can provide information on the nature, scale and pace of coastal change and help to explain responses to past climatic change. Experiences from the past can assist an understanding of the possible impacts of climate change in the future. This valuable resource has long been underestimated, which is of particular concern because as a result of climate change and sea level rise, some of these sedimentary archives will be less accessible or lost in the future. En Aquitaine, une équipe pluridisciplinaire composée d'universitaires géologues, archéologues et historiens, mais aussi d'associations archéologiques et historiques locales œuvrant bénévolement, a été réunie autour du département de géologie et océanographie de l'université Bordeaux 1. Les travaux de l'équipe aquitaine du programme LIFE ont porté sur différents sites ateliers choisis en fonction de leur situation géographique et de la diversité de leur évolution au cours des derniers millénaires. Le premier site étudié se trouve au nord de l'Aquitaine. Il s'agit du marais de la Péroche, sur la côte sud-ouest de l'île d'Oléron. C'est un marais littoral séparé de l'océan Atlantique par un étroit cordon dunaire soumis à l'action du vent, des houles et des tempêtes marines. Plus au sud, l'équipe s'est intéressée aux marais bordant l'estuaire de la Gironde.
Abrités des actions de l'océan, leur évolution s'est faite sous l'influence des apports en sédiments de la Garonne et de la Dordogne. Enfin, les mouvements de sable et l'évolution des paysages dunaires sableux ont été particulièrement étudiés dans le nord du Médoc et dans les régions du lac de Cazaux-Sanguinet et de la dune du Pilat. Ces travaux permettent de retracer l'histoire des modifications géomorphologiques des littoraux aquitains et de leurs paysages. Nous ferons remonter cette histoire à la dernière période glaciaire qu'a connue notre planète et dont l'optimum se situe il y a 18 000 ans. À cette époque, les glaciers des Alpes descendent jusqu'à Lyon et la calotte glaciaire arctique s'étend jusqu'au nord de l'Europe. En hiver, des icebergs dérivent dans le golfe de Gascogne. L'eau de ces glaces provient de l'océan global, dont le niveau se situe alors à 120 mètres en dessous du niveau actuel. L'homme de Cro-Magnon chasse le mammouth en Dordogne et vit près des grottes qu'il orne de peintures rupestres. Le réchauffement du climat qui affecte ensuite la planète provoque la fonte des glaces et la remontée du niveau de la mer qui atteint son niveau actuel 6000 ans avant nos jours. Les vallées fluviales sont ennoyées, conférant au rivage une morphologie en baies découpées. Depuis cette période, le niveau marin a pu osciller légèrement autour de sa position actuelle. Les sédiments apportés par les fleuves et issus de l'érosion de l'arrière-pays se déposent alors dans les baies latérales des vallées ennoyées. Les marais côtiers et estuariens se développent dans les zones de balancement de la marée. Il y a 4000 ans, la côte aquitaine est bordée de lagunes largement ouvertes sur l'océan. Dans ces lagunes pullulent de nombreux organismes vivants. Plus tard, elles donneront naissance aux lacs côtiers actuels. Entre 3000 à 2500 ans avant nos jours, une légère élévation du niveau océanique associée à une augmentation de la fréquence des tempêtes et de la pluviosité entraîne l'inondation des marais. Les houles pénètrent alors largement dans l'estuaire de la Gironde et mettent en place sur la vasière de la rive gauche une ride de sable et de coquilles, le cordon de Richard. La pénétration des eaux marines salées dans l'estuaire permet alors l'exploitation du sel et le développement des pêcheries par les hommes de l'âge du fer. Les embouchures des lagunes côtières sont encombrées par des dépôts de sables éoliens qui se mettent en place à la faveur de courtes périodes plus arides. Les lagunes sont alors transformées en lacs côtiers, encore reliés à l'océan par des chenaux qui se frayent un chemin au milieu des sables. Les rives lacustres sont le siège d'occupations humaines qui se déplacent avec l'élévation du niveau des eaux. Des traces de ces différentes occupations ont été conservées sous les eaux du lac de Sanguinet. Les hommes de cette époque effectuent encore des sorties en mer sur de grandes pirogues. Au début de notre ère, des conditions climatiques plus clémentes favorisent le développement de la forêt qui fixe les sables côtiers. La période gallo-romaine est marquée par une intensification de l'occupation humaine. Sur la voie romaine de Bordeaux à Dax, la traversée de la Gourgue, petite rivière qui se jette dans le lac de Sanguinet, se fait près du village-étape de Lauzat. À l'embouchure des fleuves de la Garonne et de la Dordogne, les apports sédimentaires ont fini par colmater les baies latérales de l'estuaire et les matériaux en suspension commencent alors à être expulsés vers l'océan. À partir de l'an 500, le climat se détériore. C'est la période sombre médiévale qui durera jusqu'à l'an 1000. Durant cette période, une première génération de dunes, qualifiée de primaires, envahit la forêt aquitaine, fermant définitivement les lacs girondins dont les niveaux s'élèvent considérablement. Seule la lagune d'Arcachon continuera à communiquer largement avec l'océan, grâce au jeu des marais dont les puissants courants alternatifs maintiennent l'embouchure ouverte. À partir de l'an 1000,
s'amorce un réchauffement climatique. C'est la période chaude médiévale. L'humidification du climat et l'élévation de la température favorisent le développement naturel d'une couverture forestière qui fixe les dunes primaires. Le climat se dégrade et vers l'an 1500 débute l'important refroidissement du petit âge glaciaire avec son cortège de tempêtes violentes. Les sables du littoral repartent à l'assaut de la zone côtière, envahissant et parfois débordant les dunes primaires préexistantes. Un champ de dunes beaucoup plus important que le précédent se met en marche pour donner naissance aux dunes modernes qui rapidement recouvriront certains villages côtiers. L'élévation du cordon dunaire conduira à la montée des eaux lacustres. Devant le danger que ces sables font courir aux villages et aux cultures, leur fixation est décidée par un décret du premier consul Bonaparte au tout début du XIXe siècle. Cette fixation est entièrement réalisée en 1850. Seule la dune de la Grave se remettra en marche pour donner naissance à la dune du Pilat. L'étude scientifique détaillée de l'évolution des rivages a été effectuée dans chacun des sites ateliers. 3 types de données ont été analysées: les données historiques, les archives sédimentaires et les vestiges archéologiques. L'interprétation de ces données a nécessité l'utilisation de méthodes analytiques variées. Les sédiments déposés sur le littoral aquitain, par leur position, leur nature géologique, sédimentologique et minéralogique, ainsi que par les fossiles qu'ils contiennent, ont enregistré les variations des environnements côtiers. Ils constituent ce qu'il est convenu d'appeler l'enregistrement sédimentaire ou encore les archives sédimentaires. Ces enregistrements sont le reflet d'environnements très variables. Ils s'organisent selon les principes de la géologie. Les plus anciens se trouvent à la base des dépôts et les plus récents au sommet. Leur étude commence sur le terrain, soit directement au niveau d'affleurement, soit par le biais de forages qui fournissent des colonnes de sédiments appelées carottes. La situation des points de prélèvement, latitude, longitude et altitude, sont déterminées à l'aide d'un GPS, appareil de nivellement par satellite d'une grande précision. Le matériel de carottage a été réalisé par le laboratoire de l'Université Bordeaux 1. Il s'agit d'un tube carottier, d'un tube métallique, à l'intérieur duquel est insérée une chemise, c'est comme ça que l'on appelle, qui est un tube en plastique qui, sous l'effet de la pénétration du tube métallique, va se remplir de sédiments. Et c'est ce tube en plastique qui va constituer ce que l'on appelle une carotte. Les colonnes sédimentaires prélevées par carottage constituent ce que l'on appelle un enregistrement sédimentaire. Et c'est l'étude de cet enregistrement qui permet de reconstituer la variation des environnements, du climat, du lieu où a été effectué le prélèvement. Les analyses détaillées des carottes permettent la reconstitution des environnements du passé et de leur évolution dans le temps. Reconstituer un environnement, c'est reconstituer les conditions dans lesquelles s'est effectué le dépôt. C'est aussi déterminer l'origine et la nature des sédiments, la salinité des eaux, ainsi que le climat et plus généralement le paysage régional. Pour cela, une succession d'observations, de manipulations et d'analyses de laboratoire est systématiquement appliquée. L'ouverture, la description et la photographie des carottes constituent la première phase de travail. Très minutieuse, elle s'accompagne d'une première appréciation des structures sédimentaires et des composants du sédiment. Elle permet un premier repérage des grands caractères du milieu de dépôt qui peut être aérien, marin ou lacustre. Au cours de cette phase, un échantillonnage méticuleux est effectué. Un échantillon à analyser est prélevé à intervalles réguliers ou à chaque modification de la nature du sédiment. La structure interne du sédiment, qui est caractéristique de la dynamique du milieu où il s'est déposé, est mise en évidence par l'analyse radiographique des carottes.
À l'époque, nous utilisons donc un générateur de rayons X permettant de faire des radiographies numérisées sur des sédiments et le résultat obtenu est comparable un petit peu à la méthode de radiographie médicale. La radiographie numérisée sert à identifier les différentes couches sédimentaires. Dans l'échantillon, nous allons prélever une plaquette de sédiments à l'aide d'un support alu qui fait 1,5 cm d'épaisseur, de manière à avoir une épaisseur constante et régulière tout au long de la carotte. Une fois la plaquette réalisée, on va passer à l'imagerie numérique. Pour cela, nous allons la disposer dans le générateur. Les rayons X vont successivement prendre des images de 10 en 10 cm grâce au logiciel que nous avons à notre disposition. Le logiciel sur la plateforme informatique me permet à ce moment-là de traiter, de rajouter les images et de restructurer en 1 mètre ou 1,50 m toutes les prises de vue qui ont été faites sur ces plaquettes. L'imagerie numérique issue de la radiographie permet aux chercheurs de définir les textures sédimentaires et surtout d'approfondir les détails que nous ne voyons pas à l'œil nu. Cette radiographie des sédiments donne une image en noir et blanc permettant de différencier les structures sédimentaires comme les figures de courant ou les terriers d'organismes, ainsi que leur nature sableuse ou argileuse. L'énergie du milieu, et plus particulièrement l'intensité des courants, est aussi estimée par l'analyse de la taille des particules sédimentaires. La granulométrie permet de déterminer la fréquence statistique des différentes tailles de grains. Plus les grains sont grossiers, et plus les courants ont été importants et rapides. Cette étude s'appuie sur 2 techniques. Le tamisage pour les grains de la taille des sables et la microgranulométrie laser pour les grains très fins comme les argiles. La méthode par tamisage va nous permettre de déterminer la granulométrie de sédiments beaucoup plus grossiers. Nous allons aller de quelques millimètres à 63 microns. Par contre, la méthode par granulométrie par diffraction laser va nous permettre de déterminer la granulométrie de sédiments beaucoup plus fins qui vont aller de 50 nanomètres environ à 870 microns. Pour la méthode par tamisage, nous allons prélever entre 50 et 100 grammes de sédiments secs que nous allons passer à travers plusieurs tamis. Cette machine va émettre des vibrations et on va déterminer un temps de vibration qui va se situer aux alentours de 10 minutes. Suite à ça, nous allons prélever le refus de chaque tamis, nous allons le peser et ainsi déterminer la granulométrie de ce sédiment. Pour la granulométrie par diffraction laser, nous prenons un peu de sédiment, de l'ordre de quelques grammes voire milligrammes, que l'on disperse dans de l'eau. Ce sédiment est ultrasonné, agité et véhiculé jusqu'à une cellule de mesure qui va être traversée par un faisceau laser. Et cette énergie qui va être diffractée va être récupérée par un ordinateur qui va pouvoir analyser le sédiment et déterminer la granulométrie de ce sédiment. La nature ainsi que les conditions physiques et chimiques du milieu sont appréhendées par l'analyse des associations d'organismes fossilisés dans les sédiments, et en particulier par l'analyse des plus petits d'entre eux, ou microfossiles, qui sont d'excellents marqueurs des environnements passés. Ces restes d'organismes sont étudiés au microscope par les spécialistes de micropaléontologie. Les microfossiles étudiés sont essentiellement les ostracodes. Les ostracodes sont des crustacés de petite taille, entre 1,5 et 2 mm. Les foraminifères, organismes unicellulaires marins vivant dans une coquille calcaire et dont la taille est le plus souvent inférieure au millimètre, sont également observés et étudiés. Les conditions climatiques passées sont estimées par l'analyse des pollens et des spores. Les pollens et les spores contenus dans les sédiments proviennent des plantes colonisant la région au moment du dépôt. La végétation étant intimement liée au climat, pollens et spores varient comme les climats. Ainsi, les dépôts des périodes froides apparaissent caractérisés par des végétations réduites. A l'inverse, les périodes chaudes montrent une extension des forêts. L'âge des dépôts est déterminé par des méthodes physiques de datation. Ces datations permettent d'établir une chronologie absolue, c'est-à-dire un âge chiffré, de la succession des modifications des environnements passés. Les datations en carbone 14 sont obtenues par mesure du carbone 14 radioactif subsistant dans les restes d'organismes végétaux ou animaux enfouis au moment du dépôt.
La méthode de datation par luminescence infrarouge, récemment mise au point, a pu être appliquée avec succès au sable quartzeux des dunes aquitaines. Les grains de sable qui sont apportés lors de la mise en place des dunes sont enfouis à l'abri de la lumière du jour. Ils vont donc être soumis à une radioactivité naturelle du sable qui les entoure. Et ils acquièrent une luminescence potentielle dont l'importance va être fonction de l'intensité de la radioactivité naturelle du sol et du temps d'enfouissement. Ces études ont été réalisées grâce à la collaboration du professeur Michel Clark de l'Université de Nottingham et de son équipe. Les prélèvements sont faits à l'abri de la lumière du jour afin que ces grains de sable ne perdent surtout pas leur luminescence acquise et on mesure également sur le terrain directement la radioactivité naturelle du sol. En laboratoire, cette luminescence potentielle qui va être acquise par les grains de sable va être mesurée et l'âge de l'enfouissement va ainsi être calculé. On peut dire que cette méthode qui va être appliquée aux grains de sable va nous permettre de savoir depuis quand les dunes ont été immobilisées et donc d'en déduire en fait leur période de déplacement tout simplement. Les principaux épisodes de mobilité du sable et les changements des paysages dunaires côtiers ont pu ainsi être reconstitués. La côte aquitaine est caractérisée par l'immense étendue de ses dunes côtières, aujourd'hui recouvertes en continu d'une forêt de pins maritimes. Ces dunes témoignent de périodes d'intensification de l'action des vents sur le littoral. L'étude de la forme et de la répartition des dunes et des systèmes dunaires a été réalisée à partir de cartes topographiques, de photos aériennes et complétées par des observations sur le terrain. La chronologie de la mise en place des dunes a pu être établie à partir de datations au carbone 14 sur des sols que recouvrent ces dunes, ou bien alors par luminescence infrarouge sur des grains de sable, méthode qui permet de dater le moment où le grain de sable a été mis à l'obscurité. Ces méthodes de datation ont permis d'établir une chronologie de la mise en place des dunes et des systèmes dunaires et par conséquent une chronologie des variations climatiques. Les dunes se sont préférentiellement déplacées pendant les périodes froides, sèches et venteuses et elles ont pu se couvrir de végétation et donc se fixer pendant les périodes chaudes et humides. Pendant ces périodes-là, la végétation a permis le développement de sols à la surface de la dune, sols que l'on va retrouver dans les dunes sous la forme de paléosols. Les informations acquises par l'étude des enregistrements sédimentaires sont utilement complétées par les données fournies par les traces archéologiques. Les témoins archéologiques offrent d'excellents moyens de datation et de caractérisation des changements environnementaux. La découverte d'objets, de construction, ou de traces d'activité ou d'industrie permet de connaître parfois avec une grande précision l'époque d'occupation d'un site et ainsi de dater les couches sédimentaires qui renferment ces vestiges. Les sites archéologiques qui ont contribué à la reconstitution de la géographie et des paysages aquitains sont nombreux. Certains sont directement observables dans le nord du Médoc ou dans les marais de la rive droite de l'estuaire de la Gironde. D'autres sont actuellement submergés sous les eaux du lac de Sanguinet, où leur étude a été menée par l'équipe d'archéologues plongeurs bénévoles du CRES, le Centre de recherche et d'études scientifiques de Sanguinet. Toutes ces méthodes d'étude et d'analyse ont été appliquées aux différents sites ateliers aquitains du programme de recherche LIFE, permettant ainsi une reconstitution détaillée de l'histoire de chacun d'entre eux. Le premier de ces sites est un marais littoral océanique, le marais de la Péroche sur l'île d'Oléron. Le marais de la Péroche nous est apparu excessivement intéressant du fait de sa localisation. Il s'agit en effet d'un marais côtier qui se trouve dans la partie sud-ouest de l'île d'Oléron et qui est bordé dans sa partie sud par un cordon dunaire continu qui l'isole à l'heure actuelle complètement du domaine océanique. Une quinzaine de carottages a été réalisée dans ce marais afin d'étudier les différents dépôts qui se sont succédés au cours des temps. Chaque échantillon prélevé dans les carottes ont fait l'objet de nombreuses analyses. Par exemple, des analyses granulométriques concernant la taille des grains, mais aussi
micropaléontologique, c'est-à-dire le contenu en microfaune fossile. Dans l'ensemble des carottes, on observe une variation très importante de la taille et de la nature des sédiments. Par exemple, le long de cette carotte, on observe sur un substrat calcaire une succession d'argiles plus ou moins sableuses, puis de tourbes et enfin de sable, le sommet étant lui constitué par un sol actuel très riche en matière organique. On peut dire en réalité que ces variations montrent des changements très importants de l'environnement tout au long du dépôt. Les microfaunes d'ostracotes fossiles varient le long de la carotte, montrant des alternances d'associations d'eau marine, d'eau saumâtre et d'eau douce. La présence et la fréquence de ces associations montrent une alternance de périodes d'assèchement et de périodes d'inondation du marais. Elles témoignent également de l'origine continentale ou marine des inondations repérées. Ces études ont été complétées par des datations au carbone 14 d'échantillons riches en matière organique comme des fragments de bois ou des tourbes. Ces analyses ont été menées sur la totalité des carottes prélevées et ont permis de connaître la distribution dans l'espace des différentes unités sédimentaires. L'ensemble de ces résultats montre que le marais de la Péroche s'est formé il y a environ 6000 ans. Son histoire va commencer par l'arrivée d'eau marine dans une cuvette qui est creusée dans le socle calcaire de l'île d'Oléron. Alors les dépôts qui vont se mettre en place dans le fond de cette cuvette, ce sont des dépôts essentiellement grossiers, ça va être des graviers, des sables, des galets par exemple. Puis le paysage va changer, devenant une lagune ou un lac, et les dépôts vont être alors beaucoup plus fins. Des chenaux vont se mettre en place également dans ce marais et ça va faciliter, je dirais, la pénétration des eaux marines dans le marais de la Péroche. Entre 5000 et 3500 ans avant nos jours environ, le marais se trouve isolé de l'océan Atlantique par la formation d'un cordon littoral dans sa partie sud. Un marais côtier se développe alors avec une tourbière en son centre. Autour de 2800-2500 ans, on assiste à une période d'invasion dans le marais côtier de la Péroche. Ceci serait dû à une augmentation de la pluviosité atmosphérique, entraînant des entrées d'eau marine également favorisées par des chenaux. Ces chenaux ont pu exister par la rupture du cordon littoral dans la partie sud. Au début de notre ère, on assiste à une fermeture du cordon dunaire et à l'apparition d'une zone de tourbière beaucoup plus réduite que la précédente. Au cours de la période historique, la remobilisation des sables entraîne la formation de dunes dans la partie sud qui vont isoler le marais de toute communication avec l'océan Atlantique. En arrière du cordon dunaire, le marais de la Péroche prend alors le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Le creusement de canaux et la construction de digues va isoler alors aujourd'hui le marais de toute invasion d'eau en provenance de l'océan Atlantique. Les marais de l'estuaire de la Gironde constituent le deuxième site étudié. On distinguera les marais du Nord-Médoc sur la rive gauche des marais de la rive droite. Les marais du Nord-Médoc s'étendent entre les buttes graveleuses datées du Quaternaire ancien et occupées par les vignobles médocains. Ils sont limités à l'ouest par les dunes côtières qui les séparent de l'océan et s'ouvrent à l'est sur l'estuaire de la Gironde. Ici, on se trouve dans le marais de la Perche. C'est un vaste marais qui va depuis les dunes du littoral que vous voyez au fond, couvertes de pins, jusqu'ici l'eau libre. Il y a des zones de végétation très particulières qui se caractérisent par des assemblages d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées. La palynologie est la discipline scientifique qui étudie le pollen et les spores produits par tous les végétaux. L'étude du pollen et des spores contenus dans les carottes prélevées dans ces marais permet de reconstituer les variations de la végétation du site au cours des temps. Il y a plus de 5300 ans, des tourbes s'accumulent dans la partie occidentale du marais, celle qui est aujourd'hui au contact du système dunaire. À cette même époque, des vases se déposent dans la partie la plus proche
de l'estuaire de la Gironde. Entre 3000 et 2000 ans, avant nos jours, une augmentation de la pluviosité provoque une hausse du niveau des eaux. L'humidité entraîne le développement de fougères dont les spores sont transportés et accumulés dans certaines zones. C'est également à cette période que se met en place dans les marais du Médoc une rite sableuse riche en coquilles, le cordon de Richard, du nom d'un petit port sur l'estuaire. S'étendant parallèlement à l'estuaire sur une distance de plus de 25 km, il s'est constitué avant 2000 ans au cours d'une période d'augmentation de la fréquence des tempêtes. Sa mise en place a empêché la pénétration des eaux du fleuve à l'arrière du cordon. Elle marque la fin des communications avec l'estuaire, les vases estuariennes continuant de se déposer en avant du cordon. Sur la façade océanique, l'érosion atteint la tête des marais dont les sédiments apparaissent souvent sur les plages médocaines. Ces dépôts, argileux ou tourbeux, ont conservé de nombreux restes archéologiques. La présence de l'homme à l'époque gallo-romaine est attestée par de nombreux vestiges, monnaies, fibules et céramiques sigillées. Le musée de Soulac-sur-Mer rassemble une très grande partie des découvertes archéologiques du littoral médocain. Nous exposons au musée des pièces qui vont du néolithique au gallo-romain. À la suite des prospections le long de la côte depuis 1960, je me suis aperçu qu'il y avait des concentrations de matériel importantes, surtout au niveau de la pointe de la Négade. Parmi eux, de la céramique sigillée qui nous permet des datations très précises, des monnaies gauloises et des monnaies romaines du 1er siècle après Jésus-Christ. Le paysage que l'on voit actuellement n'est pas le paysage des hommes d'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ. La côte a complètement changé. D'abord, elle a beaucoup reculé. Les géologues nous ont expliqué que les dunes que nous voyons actuellement sont de formation relativement récente. Elles ont recouvert des argiles anciennes, des argiles et des sables argileux anciens, sur lesquels les populations proto-historiques et historiques et gallo-romaines s'étaient installées. Nous avons depuis de nombreuses années remarqué des alignements de piquets de bois. Et autour de ces alignements de piquets de bois, d'innombrables coquilles d'huîtres. Ce qui nous laisse supposer que ces alignements de piquets de bois sont les vestiges d'appontements de pêcherie. Il a été découvert il y a quelques années des jardins proto-historiques. En effet, on voit dans l'argile la trace des plates-bandes que les gens cultivaient. Ils avaient creusé légèrement des trous, ça permettait de drainer l'eau qu'il pouvait y avoir, et sur ces plates-bandes, il y avait les cultures. Sur la plage de l'Amélie, nous avons découvert une pièce tout à fait exceptionnelle. C'est un sanglier enseigne militaire gaulois en tôle de laiton. C'est une pièce tout à fait remarquable, probablement de la guerre des Gaules. Il a été plié, l'enseigne a été remise en place, ressoudée, et on voit qu'il a servi. La localisation et le nivellement des éléments archéologiques et sédimentologiques observés sur la plage ont permis d'établir une chronologie des événements ayant affecté les marais. Les sédiments dans lesquels sont enfouis les vestiges archéologiques proviennent de l'envasement des baies latérales de l'estuaire de la Gironde qui ont ensuite été recouverts par les dunes. Actuellement, ces sédiments sont observables sur la plage du fait de l'érosion marine qui est très active surtout dans cette zone du littoral et du recul de la côte. Le nivellement et le repérage des témoins archéologiques et des affleurements nous ont permis de mettre en évidence en réalité une période d'inondation des marais de l'estuaire de la Gironde qui se situerait autour d'il y a 3000 ans. Cet épisode est attribué à une augmentation de la fréquence des tempêtes, ce qui va entraîner en réalité les inondations dans les marais de l'estuaire de la Gironde et une légère élévation du niveau de la mer.
Et cet épisode est également responsable du creusement de chenaux dans les argiles grises des marais. Mais ces argiles sont à l'heure actuelle observables sur la plage du fait d'une érosion très importante. De nombreux témoins archéologiques sont aussi présents dans les marais de la rive droite de l'estuaire de la Gironde. Ils jalonnent les rives anciennes de l'estuaire et permettent d'en reconstituer les modifications. Le grand intérêt des marais de la rive droite de l'estuaire de la Gironde, au nord de Blaye, c'est que ces terres de marais ont été asséchées et poldérisées qu'au XVIIe siècle, et pendant très longtemps, ces terres de marais sont restées des terres pour le pacage, entre autres pour tout ce qui était bestiaux, bœufs, vaches, moutons, et c'est des terres qui n'étaient pas labourées. Et lorsqu'on est passé à un type d'agriculture complètement différent dans les années 70, on a commencé à retourner, à labourer ces terres, et ça a été l'occasion de découvertes archéologiques particulièrement impressionnantes. Et on a joint à ça différents travaux de recherche depuis, des prospections de terrains en particulier, de surface, qui nous ont permis de découvrir énormément de sites supplémentaires. On est à près d'une 50aine de sites archéologiques dans et autour de ce marais. Nous sommes sur le site de Fresno-Terre, nous sommes sur la commune de Braux, en bordure des estuaires, et nous avons à cet endroit-là 3 époques d'occupation: néolithique, âge du fer, surtout époque gauloise, et époque romaine. Le niveau qui était le plus riche et le plus intéressant, c'est surtout le niveau gaulois, qui est ce site d'exploitation de sel sur lequel nous avons les pieds, puisqu'il se trouve une partie sous la vase aujourd'hui. Nous avons la chance, sur un site comme celui-ci, qui est l'un des plus importants en rive droite de l'estuaire, d'avoir d'épaisses couches de terre rouge qui font près de 70 cm d'épaisseur par endroit. Ces terres rouges sont constituées d'une quantité astronomique, d'une accumulation énorme de débris de vases fracturés sur place. Une partie de ces céramiques appartiennent directement à l'élaboration du four à sel, et surtout aux vases dans lesquels on cristallisait le sel, puisque la technique consistait à chauffer de l'eau fortement salée pour obtenir donc ces pains de sel. Et on a la preuve, quand on voit l'épaisseur de ces couches de terre rouge, 70 cm sur l'endroit où nous sommes, qu'effectivement une bonne partie de ces vases à sel, ces gobelets à sel, étaient fracturés sur place et qu'on n'exportait que le pain de sel. On se retrouve effectivement, grâce à ces localisations de sites très très précises, sur des altitudes, sur des points très précis autour de l'estuaire et du marais, avec la possibilité de reconstituer des lignes de rivage, certaines fois même à quelques dizaines de mètres près, donc c'est quand même assez fiable, et ça permet de se rendre compte, grâce à ça, qu'on avait un estuaire beaucoup plus large, et qu'à la veille, on va dire à la veille de la période historique, on se retrouvait à cet endroit-là avec une immense lagune qui bordait l'estuaire de la Gironde. Il y a 6000 ans, comme partout en Aquitaine, le niveau de la mer avoisine le niveau actuel. Au pied des falaises calcaires de la rive droite, dans la zone de balancement de la Maraie, s'accumule une large vasière. Elle sera recouverte d'un premier niveau de tourbe, qui se formera jusque vers 2200 ans avant nos jours. Les données archéologiques ont montré qu'avant le début de notre ère, cette couverture de tourbe fut érodée par le déplacement des chenaux latéraux de l'estuaire de la Gironde. Le long de ces chenaux, les hommes de l'âge du fer avaient installé de nombreux sites d'extraction du sel, à partir des eaux saumâtres de l'estuaire. Dès l'époque gallo-romaine, ces chenaux se comblèrent pour former un large marais littoral où de nouvelles tourbes se sont alors développées. Ces marais, qui se situent au niveau des plus hautes mers et pour partie au-dessous, furent protégés de l'inondation par des digues dont la construction débuta au XVIIe siècle. L'étude des marais de l'estuaire de la Gironde met en évidence une chronologie dans les étapes de leur formation. C'est entre 6000 et 5000 ans avant nos jours que les marais estuariens les plus en amont furent rapidement comblés et occupés par des marécages. Entre 5000 et 2000 ans avant nos jours, ce sont les marais les plus en aval, c'est-à-dire proches de l'embouchure de la Gironde qui se colmatent. À partir de 2000 ans, tous les marais que l'on observe actuellement sont en place. Au sud du bassin d'Arcachon, le lac de Sanguinet et les dunes qui le séparent de l'océan constituent le 3e site atelier. Avec ses 25 mètres de profondeur, le lac de Sanguinet est le plus profond des lacs aquitains. C'est également celui dont l'altitude du plan d'eau est la plus élevée, à 21 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il recouvre la vallée endoyée d'une petite rivière, la Gourgue.
De nombreuses recherches subaquatiques réalisées par le CRES ont mis en évidence la présence de plusieurs sites archéologiques échelonnés sous les eaux du lac à des profondeurs variant entre 16 et 4 mètres. 4 sites majeurs ont été découverts sous les eaux du lac. Le site de Matock qui recouvre la totalité de l'âge du bronze, le site de Puy-de-Blanc du début de l'âge du fer, le site de l'Essai du Large à la fin de l'âge du fer, et enfin le site de Lausa qui recouvre les 3 premiers siècles de notre ère, de l'époque donc gallo-romaine. Le site de Matock a été découvert très récemment puisque c'est en 2006 que cette zone a été prospectée et qui nous a apporté des surprises extrêmement intéressantes puisque nous avons découvert donc 3 espaces d'habitat et également un mobilier archéologique extrêmement intéressant, en particulier une pointe de lance en bronze et également des éléments de céramique et en particulier un grand vase caractéristique de la période du bronze ancien. Le site de Puy-de-Blanc se trouve actuellement à peu près entre 10-12 mètres de profondeur. C'est un site intéressant parce qu'il a livré plusieurs zones d'habitat, des ensembles de pieux qui sont les vestiges d'habitation qui se trouvaient sur les bords de la rivière originelle, la rivière primitive, et ce site est situé sur sa rive gauche. Donc des habitations, mais également un mobilier archéologique intéressant dont quelques éléments sont visibles justement dans ce musée. Un site dont la datation est comprise entre environ 750 et 400 avant Jésus-Christ. Le site de l'Essai du Large est particulièrement original puisqu'il s'agit d'une enceinte fortifiée. Et sur cet espace, nous avons trouvé de très nombreuses traces de foyers. Donc dans ces périodes plus récentes de l'âge du fer, quelques 3 siècles avant Jésus-Christ, on a aménagé des bas-fourneaux avec lesquels on produisait le métal à partir d'un minerai local qui a été identifié assez récemment et qu'on a appelé le fer des marais. Avec ce fer des marais, donc, on produisait le métal, mais également les scories que nous avons analysées nous montrent que ce métal non seulement a été produit, mais également a été travaillé, puisqu'il y a également des scories de forge. Donc cet espace était un espace où, à partir du minerai, on arrivait à la production d'outils et d'armes de fer. Le site de Lausa a été découvert il y a une 30aine d'années. C'est le site le plus récent puisqu'il recouvre les 3 premiers siècles de notre ère, l'époque gallo-romaine. Sur ce site, nous avons découvert un petit temple, un fanum, d'une dizaine de mètres de côté, construit en pierre des Landes. Ce fanum se trouve à une dizaine de mètres à peine de la voie romaine qui, venue du sud du bassin d'Arcachon, descendait vers le sud parallèlement à la côte et elle passait juste tout près de ce petit temple après avoir franchi la rivière par un pont que nous avons également découvert et décrit. Outre ces sites bien localisés, le fond du lac recèle de nombreuses souches d'arbres, morts des suites de la montée des eaux. Les datations des souches au carbone 14 montrent qu'elles jalonnent la remontée des eaux du lac. Enfin, 34 pirogues creusées dans des troncs de pin ou de chêne y ont été découvertes. Les pirogues semblent avoir été abandonnées sur les berges de la rivière ou du lac primitif. Elles sont en général associées aux sites archéologiques. Les plus anciennes sont de l'âge du bronze, pour lequel un habitat a récemment été identifié. L'ensemble de ces données a permis de reconstituer l'histoire de la formation du lac et de la montée de ses eaux. Jusque vers 2000 ans avant Jésus-Christ, soit 4000 ans avant nos jours,
La gourgue se jetait dans une lagune largement ouverte sur l'océan et soumise à la marée. Son embouchure fut alors encombrée par le sable poussé par le vent et la dérive littorale. La lagune se transforma alors en un lac qui, jusque vers 500 ans après Jésus-Christ, restera relié à la mer comme l'est encore le lac d'Orléans plus au sud. Ce n'est qu'après cette date que l'avancée des dunes fermera définitivement son exutoire. Le niveau des eaux s'élèvera alors jusqu'à atteindre son niveau actuel, au fur et à mesure de l'élévation des sables dunaires. La large barrière des dunes côtières culmine aujourd'hui à plus de 80 mètres entre lac et océan. En arrière de la dune littorale qui longe la côte aquitaine et qui est entretenue par l'Office national des forêts, s'étend le plus grand champ de dunes boisées en Europe. La plupart de ces dunes sont en forme de croissant, appelées barcanes ou paraboliques, selon que leur convexité fait face ou non au vent dominant venant de l'ouest sur la côte aquitaine. Il est possible de distinguer deux générations de dunes. Des dunes primaires, les plus à l'est, uniquement paraboliques et se chevauchant l'une l'autre, et les dunes modernes, plus récentes, de morphologie variable, le plus souvent de type barcane. Les surfaces de ces dunes sont visibles au Pilat, où elles correspondent aux deux sols fossiles supérieurs. À la base de la dune du Pilat, un sol organique à Alios, comme on en rencontre dans les Landes de Gascogne en arrière des dunes, a été recouvert par une première invasion éolienne il y a 3600 à 3700 ans. Ces premiers sables éoliens sont organisés en plusieurs niveaux horizontaux dont le plus récent, souligné par des dépôts lacustres blanchâtres, a pu être daté par des restes archéologiques de 2300 à 2400 ans avant nos jours. Ces épandages éoliens préhistoriques ont alors été recouverts par les dunes côtières. Dans les dunes côtières, on distingue deux générations. Les dunes primaires, qui se sont mises en place pendant ce que l'on appelle la période sombre médiévale, entre l'an 500 et l'an 1000, puis qui se sont recouvertes de végétation entre l'an 1000 et l'an 1500 environ, période chaude médiévale. Et ces dunes primaires ont été remobilisées et transgressées par une seconde génération que l'on appelle les dunes modernes, qui ont commencé à se mettre en place au début du petit âge glaciaire. On rencontre ces dunes primaires à l'ouest des lacs côtiers aquitains, à l'ouest du lac de Carcan-Ourtin, où elles constituent la pointe de Piqueiro notamment, et une partie de la réserve naturelle de Coussot, mais aussi à l'ouest du lac de Cazaux-Sanguinet, à hauteur de Biscarrosse. Pendant la mise en place des dunes primaires, les sables poussés par le vent ont obstrué les embouchures des petites rivières qui se jetaient directement à l'océan pour donner naissance aux lacs aquitains. Certains d'entre eux gardent encore une communication avec la mer par l'intermédiaire de ce que l'on appelle localement un courant. C'est le cas du lac d'Orléans à Mimizan. Les dunes primaires ont été fixées naturellement par le développement d'une végétation favorisée par le radoucissement du climat de la période chaude médiévale entre l'an 1000 et 1500. L'ensemble des épisodes éoliens qu'a connu la côte aquitaine est enregistré sur la dune du Pilat. La surface des dunes primaires est soulignée par un sol fossile ou paléosol qui dessine une large courbe festonnée. Les dunes modernes se sont mises en place par remaniement et envahissement des dunes primaires à partir du petit âge glaciaire qui a débuté vers l'an 1450-1500. Ces dunes modernes ont recouvert des forêts et même des villages, dont certains, comme Soulac, ont dû être déplacés à partir du XVIIe siècle. Ce fut le cas de Soulac, dont le village et la basilique furent envahis par les sables et abandonnés au milieu du XVIIIe siècle. Les villageois fondèrent alors le jeune Soulac, à quelques 2 km plus à l'est. Ces dunes modernes furent fixées artificiellement par plantation d'une forêt de pins,
à la suite d'un décret consulaire promulgué en 1801 par le premier consul Bonaparte. Sur l'emplacement actuel de la dune du Pilat se trouvait la dune de la Grave qui fut fixée de cette façon. L'érosion qui sévit à son pied favorisa sa remise en marche, donnant ainsi naissance à la dune du Pilat qui est la seule dune d'Aquitaine encore mobile de nos jours. La trace de la dune de la Grave est matérialisée par un paléosol visible sous la crête de la dune du Pilat. Tout cela démontre la permanence et l'importance des modifications des paysages côtiers, dont certains ne se sont individualisés qu'au cours des derniers siècles. La mobilité des côtes a été permanente et elle n'a aucune raison de cesser. À l'époque actuelle, les fleuves n'apportent plus de sable à l'océan. La Gironde évacue en mer des eaux chargées d'argile en suspension et les sables apportés par l'air sont piégés dans le bassin d'Arcachon. Le littoral aquitain n'est donc pas alimenté en sable, alors que les houles, le vent et la marée remanient sans cesse le stock sable des plages. Les houles du golfe de Gascogne sont parmi les plus fortes de la côte atlantique française. Elles proviennent globalement de l'ouest et induisent un transport de sable parallèle au littoral, connu sous le nom de dérive littorale. Le sens et l'intensité de ce transport est fonction de la puissance des houles et de l'angle sous lequel elles abordent le rivage. Ainsi, de part et d'autre du cap de la Négade, changement majeur de direction du trait de côte aquitain, la dérive littorale diverge. Au sud du cap, elle transporte vers le sud 600 000 m3 de sable par an. Au nord du cap de la Négade, c'est environ 400 000 m3 par an qui sont déplacés vers les passes de la Gironde où ils sont repris par les courants de marée. Ce mécanisme explique en grande partie l'érosion actuelle. Celle-ci est logiquement maximale au niveau du cap de la Négade, d'où le sable s'échappe vers le nord et vers le sud. Elle diminue lorsqu'on s'éloigne de ce promontoire. Une partie de ce sable a construit au cours des derniers siècles la flèche du Cap Ferré, le reste continuant sa route à travers les passes du bassin d'Arcachon, alimentant ainsi les plages du sud de l'Aquitaine qui souffrent moins de l'érosion. La côte aquitaine est soumise au vent d'ouest capable de transporter les sables de la plage vers l'intérieur des terres. Cette action du vent est contenue par l'Office national des forêts qui gère la dune littorale. Elle y entretient une végétation adaptée et un écosystème qui maintiennent le sable à proximité de la plage, participant ainsi à la limitation de l'érosion. Des sentiers balisés traversent la dune et protègent la végétation du piétinement. Par ailleurs, le réchauffement climatique actuel, induit par les activités humaines, a provoqué en Aquitaine une élévation du niveau de la mer de 3 mm par an depuis le début du siècle, date d'installation du plus ancien marégraphe. L'impact de cette élévation a pu être estimé comme étant la cause du tiers de l'érosion actuelle, le reste étant attribué au transport de sable par les houles qui se nourrissent du sable des plages. Cette dynamique actuelle peut se lire dans la morphologie des plages et de leur contact avec la dune. Les tronçons de côte en érosion sont caractérisés par un cordon dunaire étroit, voire inexistant. Ils présentent une falaise sableuse abrupte dominant la plage. Les tronçons de côte où l'érosion est la plus faible se caractérisent par un cordon dunaire plus large et un contact plus doux entre la dune et la plage, avec parfois le développement d'une dune embryonnaire en haut de plage. Les blocos ou fortifications construits dans les années 40 sur la côte aquitaine permettent de visualiser l'intensité de cette érosion. Du côté de l'estuaire de la Gironde, en avant des marais qui ont été endigués et drainés à partir du XVIIe siècle, les vases continuent à s'accumuler dans les zones les plus calmes. Sur la grande vasière du Verdon, l'action des houles océaniques pénétrant largement dans l'estuaire permet la formation d'un cordon sableux. Il devrait naturellement évoluer vers une structure analogue au cordon de Richard qui s'est mis en place de la même façon 2500 à 3000 ans plus tôt. L'augmentation de la fréquence des tempêtes,
conjointement avec l'élévation présente du niveau de la mer, met en danger les zones humides endiguées. La tempête de décembre 1999 restera à ce titre gravée dans les mémoires des riverains de l'estuaire et de la côte océanique aquitaine. Des digues furent détruites et un grand nombre de marais furent envahis par les eaux. La forme actuelle du littoral aquitain est héritée de plus de 10 000 ans d'histoire, où se mêlent le climat, la nature et les hommes. C'est là, entre terre et mer, que l'on est plus à même de comprendre la notion de temps et d'évolution des environnements. À chaque instant, l'évolution du littoral se poursuit. Comment imaginer le littoral de demain ? Surpeuplé ? Peut-être. Car tous les littoraux du monde subissent une pression anthropique croissante, ce qui contribue à fragiliser le rivage en augmentant les risques d'érosion. Aménager ? Oui, mais un aménagement réfléchi dans le respect de ces environnements sensibles. Pour cela, l'Aquitaine s'est dotée d'un outil d'expertise et de conseil pour une gestion intégrée du trait de côte, l'Observatoire de la côte aquitaine. Je voudrais d'abord brièvement replacer dans cet observatoire dans le dispositif. Nous avons de la recherche amont, qui est un réseau de chercheurs en sciences fondamentales. Nous avons un observatoire qui est, comme son nom l'indique, un outil d'observation et d'expertise technique, d'ailleurs fournissant des expertises gratuites aux aménageurs, et un outil de gouvernance qui regroupe l'ensemble des collectivités avec l'État et qui s'appelle un groupement de recherche publique. L'observatoire lui-même date de 1996, réunion entre le BRGM, l'IFREMER, l'ONF, la région. Il a fallu un peu de temps avant que cet outil donne sa pleine puissance, une douzaine d'années. On l'a fait inscrire dans les fameux contrats État-région pour apporter un financement pérenne. Et aujourd'hui, on a un outil d'expertise qui analyse cette situation un peu conflictuelle entre un océan très fort et un trait de côte un peu fragile. 200 km de plage, de sable préservés. 3 grands espaces qui essayent de vivre ensemble, à la fois le plus long trait de côte libre et sableux, le plus grand estuaire d'Europe, l'estuaire de la Gironde, et la plus grande forêt d'Europe, la forêt des Landes. Avec ses longues plages sableuses et ses rivages estuariens, la côte aquitaine est certainement la mieux préservée d'Europe. Cependant, il nous faut non seulement être attentifs aux caprices du climat, dont les conséquences pourraient être dramatiques, mais aussi aux caprices des hommes qui, par des aménagements irréfléchis, pourraient mettre en danger la pérennité et le développement durable de nos régions côtières. Le trait de côte, limite entre l'océan et le continent, est une ligne instable et fragile en perpétuel mouvement. Reconstituer son histoire nous offre une image des mécanismes qui l'ont affecté par le passé. Il nous fournit surtout des indices précieux pour envisager les changements à venir. Il faudra encore et toujours observer pour mieux comprendre, et mieux comprendre